Bonjour. Le cours de ce jour va porter sur l'anatomie, l'embryologie, la physiologie et la physiopathologie des lésions du rachis de l'enfant. Et pour introduire ce cours, j'avais mis cette très belle photo de National Geographic où on voit une énorme boule qui est située à l'extrémité d'une tige qui semble fragile. Ça illustre assez bien la problématique du rachis de l'enfant et de la jonction crânio-cervicale. Alors, c'est bien connu que le rachis a les rôles de stabilité, de mobilité et de protection, comme chez tous les vertébrés. On voit toutes les structures très importantes qui sont autour du rachis et à l'intérieur du canal spinal. On va avoir l'importance de la croissance, qui est le propre de l'enfant, et des problèmes que cela pose au niveau du rachis, aussi bien pour sa physiologie que la physiopathologie des lésions qu'on va rencontrer. Et donc, il y a des pathologies développementales, c'est-à-dire des anomalies du développement qui vont avoir des conséquences neurologiques et fonctionnelles, hein, le développement aussi bien prénatal que postnatal. Et puis, on va avoir l'impact des lésions acquises sur la croissance, puisque ce rachis lésé va continuer à grandir. Alors, d'abord l'anatomie et l'embryologie. J'ai mis cette image qui illustre la phrase de Volpert qui dit que c'est la gastrulation, c'est le plus important moment de la vie. Hein, on passe d'un amas cellulaire informe à un être vivant à part entière avec trois feuillets, l'avant, l'arrière, le pôle caudal, le pôle céphalique. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place la notocorde qui va organiser notre anatomie de vertébrés. Donc, on va ensuite voir l'ossification, la croissance. On va voir la biomécanique, ce qui a les implications que ça a sur la pathologie. Et on va illustrer en particulier les traumatismes en traction, hein, le fameux SCIVORA, le Spinal Cord Injury Without Radiological Anomalies, qui est propre à l'enfant et qui est une pathologie qu'il faut absolument connaître. Et puis, on va voir les lésions rachidiennes et les séquelles évolutives, car, comme je l'ai dit, ce rachis lésé va continuer à grandir. Alors d'abord, l'anatomie du rachis chez le grand adolescent, elle n'est pas très différente de celle de l'adulte. Hein, on a le segment de stabilité qui est situé en arrière, avec le mur postérieur de la vertèbre et l'empilement des massifs articulaires, alors que le corps vertébral va être beaucoup plus friable, avoir une certaine compliance, une certaine déformabilité à la pression. Alors, chez l'enfant plus petit, on a un os qui est beaucoup moins ossifié, qui est moins solide, et surtout au niveau du corps vertébral qui a une consistance un peu spongieuse, qui va se laisser comprimer, et ce qui va donner une grande compliance au rachis du petit enfant. Alors, la croissance rachidienne, elle est inégale suivant le sexe et suivant le niveau. Donc, on a ces oxogrammes qui vont nous montrer la croissance du segment supérieur en haut, ce qui correspond donc au rachis, et la croissance du segment inférieur, c'est-à-dire ce qui correspond aux membres chez les garçons et les filles, et chez les filles en rouge, les garçons en bleu. Et si on voit cette courbe de la croissance du segment inférieur chez les garçons, on voit qu'il y a un pic à l'époque pubertaire, et ce pic va précéder nettement celui du pic de croissance du segment supérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir ces silhouettes bien connues d'adolescents qui ont des jambes interminables, un tronc qui est très court, et c'est plus tard que va se mettre en place l'anatomie de l'adulte avec le rachis qui va terminer la croissance, et on va avoir cette croissance qui va se terminer jusqu'à 19 ans et même plus chez le garçon. Et cette croissance, elle va s'accompagner de la mise en place des courbures du rachis. On voit le rachis du nouveau-né qui est tout arrondi, qui va progressivement développer une courbure lombaire et en même temps qu'une courbure cervicale. Et ça correspond à la mise en place des segments de mobilité au niveau cervical, au niveau thoracolombaire, et aussi à l'insertion des ceintures musculaires, la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, qui correspondent à un renforcement musculaire important, qui est la racine des membres. Alors, l'embryogenèse et l'organogénèse du rachis, on a la formation du mésoderme paraxial et du mésoderme axial qui vont se segmenter avec la métamérisation. Donc, il va y avoir une segmentation de la notocorde qui va devenir le nucleus pulposus, du neuroderme avec les différents nerfs spinaux qui vont se rassembler par métamère
en même temps que va se faire la segmentation. Chaque métamère mésodermique va se séparer en deux pour former une demi-vertèbre de part et d'autre du disque intervertébral. C'est le disque qui détermine le métamère. Et les racines vont se répartir de chaque côté. Alors, on a ce mésoderme qui va se différencier, il va y avoir une maquette cartilagineuse et au sein de ce cartilage vont se développer des noyaux d'ossification qui vont progressivement envahir cette maquette cartilagineuse et se rejoindre et fusionner suivant une chronologie très variable d'un endroit à l'autre. Et donc, c'est une ossification encondrale et ces noyaux d'ossification vont fusionner progressivement. D'abord, les corps vertébraux vers 24 semaines après la conception. Les lames vont fusionner en postnatal, avec une évolution du pôle caudal vers le pôle rostral. Et elles sont toutes fusionnées vers 3 ans. Il peut persister une incomplétude de la fermeture. On peut parler de spina osseux. C'est un terme qu'il vaut mieux éviter parce que ça fait très peur aux patients à qui on donne ce diagnostic. Ils vont chercher sur Internet, ils trouvent des choses très déplaisantes. Et puis, on a le plateau discal qui est où se trouve un cartilage annulaire qui va être qui va correspondre à l'insertion du ligament discal. Quand ce cartilage annulaire est décollé, ça va donner cette fausse image de hernie discale qu'on voit en bas à gauche. Et puis, l'os sous-chondral, sous le disque intervertébral, ça va être une zone de fragilité dont on va avoir l'occasion de reparler. Le rachis sous-occipital, il faut en parler parce que c'est une région qui est particulièrement complexe, c'est hautement mobile. On parle du cardan occipito-cervical, c'est-à-dire que ça va donner une mobilité dans les trois plans. On a, on peut isoler trois rotations et trois translations qui vont avoir qui vont être complémentaires, qui vont être des mouvements couplés. Une rotation en flexion-extension, en rotation axiale et en inclinaison latérale, les translations antéro-postérieures, transverses et longitudinales. Et tous ces mouvements vont concourir à l'oculocéphalogyrie. Donc, ce sont des mouvements qui sont complexes et qui doivent être très précis. Et ce segment qui est particulièrement mobile va être particulièrement exposé chez l'enfant, du fait notamment du poids de la tête, comme on l'a dit en introduction. Donc, cette embryologie, elle est complexe, elle va participer des segments O4 à C2. Et donc, on voit sur ce schéma la répartition des différents métamères embryonnaires sur l'os occipital, l'atlas et la pointe de l'odontoïde pour segment O4, le corps de l'odontoïde et l'essentiel de l'arc de l'atlas pour le métamère C1 et la base de l'odontoïde et l'arc postérieur de C2 pour le métamère C2. Et donc, il y a de grandes anomalies et un grand nombre de variants. Et pour mieux comprendre le fonctionnement du rachis sous-occipital, on peut faire une analogie avec le genou, avec ces condyles qui vont rouler sur les plateaux discaux, comme les condyles occipitaux vont rouler sur les masses latérales de l'atlas, avec cet axe de l'odontoïde qui est qu'on peut tout à fait comparer à l'axe des ligaments croisés. Et la grosse différence, c'est qu'il y a en plus dans le rachis le névrax et la jonction bulbomédulaire qui passe en arrière. Et ce qu'il y a en plus dans le genou, c'est la patelle qui correspond à l'insertion du muscle quadriceps, qui est un muscle antigravifique. Au niveau crânio-cervical, il n'y a pas de muscle antigravifique puisque c'est le poids de la tête qui va entraîner sa flexion. Alors, j'ai parlé des anomalies de fusion d'ossification, ça peut être c'est assez banal et ça peut conduire à des faux diagnostics de lésions traumatiques. On peut avoir, on voit en haut, de gauche à droite et de haut en bas, on a cette bifidité de l'arc de l'atlas, on a une mauvaise fusion de l'apophyse articulaire qui avait été prise pour une fracture, une bifidité d'une vertèbre cervicale plus bas, une anomalie plus complexe d'une vertèbre cervicale, encore une atteinte de l'arc antérieur et postérieur de l'atlas, un fameux spina bifida osseux du rachis thoracique,
une vertèbre en papillon, et puis là, on arrive dans des pathologies qui peuvent être très embêtantes, des hémivertèbres au niveau thoracique, au niveau cervical, des anomalies importantes de distribution des noyaux d'ossification de la jonction sous-occipitale, et puis des rachis très déformés avec plusieurs hémivertèbres et beaucoup de fusions vertébrales. Vous voyez qu'on a tout un continuum entre des variantes du normal qui sont à ne pas traiter, et puis d'autres qui peuvent être très embêtantes. La croissance et le remodelage osseux. Et chez le nouveau-né, on a un squelette qui est essentiellement cartilagineux, un petit peu comme le cartilage, comme le squelette des poissons sélaciens, des requins et des raies. Et ça va lui donner une grande souplesse, une grande laxité, une grande compliance. Il va s'étirer facilement. Ça lui donne aussi une résistance au choc. Et puis, on va avoir progressivement une ossification et une fusion de ces noyaux, comme je l'ai déjà montré ci-dessus. Et puis, en même temps, on va avoir des articulations qui vont être progressivement de plus en plus emboîtées, qui vont être de plus en plus stables pour des actions, une locomotion qui va être beaucoup plus à risque chez des grands enfants et des adolescents. Donc les particularités du rachis pédiatrique, c'est que l'os est peu ossifié, il est très compliant, et donc il va être compressible, il va être déformable. Les ligaments sont plus solides que l'os, ce qui fait qu'on va avoir facilement un arrachement d'une insertion tendineuse plutôt qu'une rupture d'un ligament. On a un os sous-chondral qui est très vascularisé et qui donc est fragile. On va avoir facilement un arrachement discal, je vais en montrer des exemples. Les articulations sont peu emboîtées, comme je viens de montrer, et donc on a beaucoup de laxité dans ce rachis. On a des ligaments qui sont compliants et donc possiblement un étirement, et on va voir le célèbre scivora, qu'on va détailler tout à l'heure. Les muscles, ils sont faibles, ils sont lents. On a à la naissance des muscles blancs, souvent. Et donc la tête est mal tenue. Et puis la tête, elle est grosse, elle est lourde, et elle va avoir des mouvements de va-et-vient, de bras de levier en syphose qui peut entraîner une déformation, et ce qui va expliquer également une prédominance des lésions traumatiques cervicales hautes. Donc l'os sous-chondral, j'en ai parlé, c'est une zone de croissance qui est très vascularisée et qui est donc une zone de fragilité parce que tous ces vaisseaux qui passent à travers l'os, ça peut entraîner une rupture avec un arrachement de l'os sous-chondral. Ça va faire une déchirure de l'os en bordure de timbre, on peut dire, alors que les ligaments, le disque, sont plus solides que l'os et ça va nous faire des lésions qui sont très instables, qui vont être d'autant plus traîtresses qu'on a une fracture avec une luxation réduite, donc on a le patient qui peut être tétraplégique avec le rachis qui a l'air d'être bien axé. Et quand on opère, on trouve ici une infiltration hématique des ligaments dès la bord postérieure. Mais c'est hautement instable. C'est un enfant chez qui on avait fait une fusion C2-C3, un petit peu comme un montage de Gallier. Donc les lésions rachidiennes traumatiques, elles peuvent être stables. On a des tassements cunéiformes au niveau du rachis thoracique, c'est surtout chez le grand enfant, l'adolescent. Dans ces cas-là, il faut parfois chercher une carence en vitamine D ou une fragilité osseuse. On a des entorses bénignes de l'articulation C1-C2. Donc en fait, on a deux positions d'équilibre. On a la mauvaise qui est bloquée en rotation et la bonne qui est bien mobile. Et puis, on a des lésions instables avec les fractures sous-chondrales dont on a parlé. Ça, c'est un autre exemple avec une fracture de la synchondrose neurocentrale, donc qui peut être totalement instable. Ou bien des arrachements ligamentaires, comme ici une rupture du ligament transverse de l'atlas, donc avec une instabilité C1-C2. On peut avoir une rupture du ligament apical de l'odontoïde, comme ici ou bien un arrachement de l'insertion du ligament transverse. Et puis, on peut avoir des lésions totalement, une rupture de tous les moyens d'union, comme chez cette petite fille qui avait été maltraitée, qui avait une luxation lombaire avec une paraplégie qui, fort heureusement, a récupéré après la réduction et ostéosynthèse. Et puis, on a le fameux scivora qu'il faut ranger dans les lésions instables. Alors, il n'y a pas de rupture de ligament, il n'y a pas de fracture, mais c'est instable de façon fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a une perte totale de proprioception qui fait que le rachis peut se déplacer et entraîner une réaggravation neurologique. Donc, suivant les lésions traumatiques, ça va dépendre de l'âge et des mécanismes, mais d'une façon générale, plus l'enfant est jeune, plus les lésions traumatiques vont être haut situées dans la colonne. Hein, ça, c'était dans la série des traumatismes du rachis
de mon expérience lilloise, on avait très peu de lésions rachidiennes lombaires, essentiellement chez des grands enfants, des ados. Et plus l'enfant était jeune, plus la lésion était haut située dans le rachis. Hein, rappelez-vous, le rocher de National Geographic. Et puis chez le nourrisson, quand on a des lésions thoraco-lombaires ou lombaires, c'est pratiquement toujours de la maltraitance. Hein. Ici, c'est une répartition d'une série de lésions rachidiennes de la maltraitance. C'est quasiment pathognomonique chez le nourrisson quand on a une lésion traumatique au niveau lombaire ou thoraco-lombaire. Les laxités rachidiennes, ça va nous donner des images qui peuvent être très trompeuses et un peu inquiétantes, comme cet enfant de 12 ans qui avait eu des radios, on voit un rachis qui a l'air d'être complètement désaxé, mais finalement, si on regarde chaque étage, il y a pas plus que la laxité de 5 mm qu'on s'accorde à chaque étage. Et puis, une fois qu'on avait mis un collier, tout est revenu en place. En fait, c'était simplement une posture due à la douleur, probablement. Et il faut tenir compte également des proportions de l'enfant, parce que chez un nourrisson, on a le crâne qui va dépasser vers l'arrière. Donc, s'il est allongé sur la table du scanner ou de l'IRM, eh ben, on va avoir le crâne qui va être en antépulsion. Donc, pour bien positionner l'enfant en décubitus, il faut soulever le thorax pour pas que la tête soit en flexion. Et pareil, quand on fait une minerve, ça c'est une minerve qui a été très mal faite, et chez un enfant qui était allongé sur son lit avec cette minerve qui le maintient en position vicieuse. Donc les laxités, il y a une autre particularité du nourrisson, de l'enfant, c'est les mouvements de rotation, d'inclinaison qui sont souvent des mouvements couplés, c'est-à-dire qu'on a très peu de mouvements purs comme au niveau du genou, du coude, etc. C'est des mouvements un peu de reptation, on retrouve ce qu'on voit chez d'autres vertébrés comme les reptiles ou les batraciens. Et puis, toujours se rappeler le genou, parce que dans le genou, il y a, quand il y a une flexion de la jambe sur la cuisse, on a un mouvement de translation des ménisques. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir au niveau C1. On a des mouvements paradoxaux de l'anneau de l'atlas par rapport en cas de flexion crânio-cervicale. Et puis, il y a des mouvements très particuliers. Le buckling, c'est un effet de rebond. Quand il y a un impact sur le rachis, il peut y avoir un mouvement de ressaut qui est susceptible d'impacter la moelle. Donc, ça nous amène au fameux Skivora, il y a différents mécanismes. La base du Skivora, c'est qu'il y a des lésions de la moelle sans qu'il y ait des lésions rachidiennes, parce que le rachis peut s'étirer jusqu'à 5 cm, alors que la moelle, elle, ne peut pas s'étirer de plus d'un centimètre. Donc, on a la forme à la naissance, donc même en prénatal, on peut avoir des déformations rachidiennes qui vont entraîner une atteinte médulaire, mais classiquement, à la naissance, ici, on a un bébé qui était né par ventouse, on voit sur l'IRM cet hématome sous-galéal, et puis on voit cette lésion intramédulaire qui est absolument catastrophique au niveau de la jonction cervico-bulbaire, et c'est un enfant qui n'a pas respiré et qui n'a pas pu vivre. Et puis, on a un type de skivora dans le syndrome du bébé secoué, où on a ces lésions au niveau cervical, comme à gauche. Et puis, à l'autopsie de ce bébé, on avait vu un hématome épidural au niveau cervico-thoracique. Et puis, dernier skivora, ou pas tout à fait le dernier, mais on a également ce genre de lésion dans les AVP à haute cinétique. Vous voyez, c'est un bébé on voit la marque de la ceinture de sécurité au niveau de son abdomen. Il y a eu un étirement de son rachis. Alors, dans le bébé secoué, comment est-ce que ça se passe? Alors, le secouement, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un bébé qui est en train de jouer avec son papa sur la plage. Vous voyez que ça n'est pas un secouement, puisqu'il y a, le crâne reste parfaitement dans l'axe du rachis. Donc, il n'y a pas de mouvement alternatif violent. Ce qui n'est pas le cas pour ce chirurgien que d'aucuns d'entre vous peuvent connaître, qui s'est rendu très célèbre dans le rachis. Hein, vous voyez que ça, c'est un secouement sur un poupon en factice, parce que la tête part dans un sens, dans l'autre, il y a des mouvements extrêmes. Et si on regarde au ralenti, on voit que ces mouvements partent dans tous les sens et puis sont tout à fait susceptibles d'entraîner des lésions cérébrales, certes, mais également des lésions rachidiennes. Alors, la- comme on l'a dit, le Skivora, c'est basé sur la différence d'étirabilité entre le rachis et la moelle. Il peut y avoir une souffrance médulaire d'emblée, donc un pronostic sombre si le déficit est complet. Et bon, bien sûr, plus l'enfant est petit, plus il y a un décalage entre la longueur d'étirement possible de la moelle épinière par rapport à celle du rachis.
Et une des caractéristiques du Skivora, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il peut y avoir le punch drunk trauma avec une aggravation secondaire. Alors ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques jours, qui est imputée à une probable perte de la proprioception de ses ligaments du rachis, un petit peu comme ce qui se passe chez une personne qui a déjà fait une entorse de cheville, qui va se refaire une entorse et encore et encore. Et ça, c'est un exemple d'un enfant qui était considéré comme neurologiquement intact, qui a dû avoir une opération en urgence pour splénectomie d'hémostase et qui s'est réveillé tétraplégique. Et quand on voit son IRM, on voit pas très bien, on a du mal à comprendre qu'il pouvait être neurologiquement intact avant. En tout cas, cette aggravation secondaire, elle est de très mauvais pronostic. Et ça, c'est un autre exemple de ce qui verra par accident de la voie publique avec une décélération. On voit la marque sur l'abdomen, on voit la lésion médulaire, et en fait, c'était toute une famille qui a été foudroyée avec un bébé qui est décédé dans l'accident, celui-là qui a eu une paraplégie qu'il n'a pas récupérée, et puis il y a le plus grand frère à côté qui était hospitalisé pendant que les parents étaient soignés de leur côté. Donc un traumatisme en distraction, ça ne va pas donner que des skivoras, ça peut donner aussi d'authentiques fractures. Donc on a un AVP à haute vitesse, on a une ceinture pelvienne. Si on fait les calculs, donc vous voyez un petit peu comment le centre de gravité qui est à la verticale, à la vitesse constante, on a un G, donc un enfant qui pèse à peu près 10 kilos. S'il y a un arrêt brutal à 60 km/h en 24 millisecondes, on a une décélération qui nous amène à 70 G, c'est-à-dire qu'on va avoir une traction qui va s'appliquer de 700 kg sur le rachis et ça va s'appliquer en porte-à-faux puisqu'il y a l'enfant est tenu par le bassin et le centre de gravité est décalé par rapport au point de résistance qui est représenté par la ceinture. Donc, si on va avoir possibilité de lésions médulaires, de lésions rachidiennes, et typiquement, ce sont des fractures de chance avec un arrachement du ligament interépineux, une fracture qui va commencer dans l'arc postérieur et qui se continue jusque dans le corps vertébral, qui peut aller jusque dans le disque. Toujours est-il que ce sont des lésions généralement très instables. Donc, ces lésions, qu'est-ce qu'elles vont devenir par la suite? On peut avoir l'évolution vers un swan neck avec une déformation après une chirurgie ou après un traumatisme. Hein, ici, on a au milieu cette patiente qui avait été opérée pour un schwannome qui avait une minerve qui ne la maintenait pas suffisamment bien, ou bien elle n'a pas bien été prise en charge en rééducation. Toujours est-il que il y a une évolution vers une lordose cervicale. Quand on a fait une laminotomie, on va avoir une fusion de toutes les zones osseuses qui ont été dépériostées. Et donc, quand on réopère, on a en fait ce rachis cervical qui s'est transformé en un seul os long. Donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent des creeping fusion. Et donc, c'est un argument fort en faveur des abords minimalement invasifs qui ne vont pas dépérioster les vertèbres et qui vont, on l'espère, favoriser la persistance de mobilité, surtout si on peut enlever le matériel secondairement. Et puis, on a des kyphoses qui peuvent survenir si l'arthrodèse a été insuffisante. Ici, c'est une instabilité qui semblait être d'un seul étage. Il y avait une paraplégie, il a été réduit, il a été fixé, mais ça n'a pas suffi parce il est parti en kyphose, il a été réopéré plusieurs fois et à la fin, on a fini par faire un long abord postérieur et un abord antérieur pour venir à bout de ce cal vicieux post-traumatique qui s'est aggravé avec la croissance. Autre lésion secondaire, on peut avoir, s'il y a une mauvaise prise en charge, comme de cette entorse cervicale, C2, C3, on a une minerve qui n'a pas été portée parce que c'était la rentrée des classes, c'était une adolescente qui ne voulait pas s'afficher avec une minerve, mal lui en a pris parce que 6 semaines après le trauma, elle est partie complètement en syphose. Elle a été opérée une première fois, puis une deuxième fois, et enfin, avec une bonne une prise en charge par une orthèse et de la kiné, elle a fort heureusement bien évolué. Et puis, on a des lésions qui peuvent évoluer pour leur propre compte, notamment des méningocèles. Ici, c'est une enfant qui avait eu un arrachement de la moelle épinière, mais également de la dure mère, qui a évolué secondairement vers une méningocèle qui a fait une érosion des vertèbres, donc qui n'a pas nécessité de réintervention, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant radiologiquement. Et puis, on a des évolutions vers des syringomyélies. Ici, c'est un adolescent qui avait pris un coup de couteau dans le dos
et qui a perdu ses jambes donc immédiatement. Et en quelques mois, il a installé une syringomyélie et était en train de perdre ses bras également quand on l'a drainé pour cette syringomyélie. Et puis, il y a les lésions liées à la spasticité avec ses complications neuro-orthopédiques, mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, en conclusion, le rachis de l'enfant, il présente une physiopathologie qui est spécifique. On a des lésions qui intéressent particulièrement le rachis cervical haut, qui est très exposé. On a le skivora, qui est réellement une spécificité pédiatrique, qui peut s'aggraver secondairement. L'instabilité, elle est facilement sous-estimée, hein. Je vous ai montré ces fractures de l'os sous-chondral qui entraînent des luxations réduites. Et puis, les lésions instables, elles sont très diverses suivant le type de fracture, suivant le niveau intéressé, suivant l'âge de l'enfant. Et ce sont des patients qu'il va falloir suivre très longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres cours en ligne sur YouTube et d'autres informations sur le site Arnavance.